Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour ce nouvel épisode de Elles étaient une fois dirigeantes. Aujourd'hui, j'accueille Meriem Kali, qui est la CEO d'une très belle entreprise qui s'appelle Madame la Présidente. Le ton est donné. Bonjour Meriem. Bonjour Mariam. Je suis ravie de t'accueillir. Meriem, tu diriges l'entreprise Madame la Présidente. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Alors, déjà Madame la Présidente, c'est une entreprise que j'ai créée en 2017, donc qui va bientôt avoir 8 ans. Elle est née de mon désir d'avoir pour moi et pour les femmes qui me ressemblaient des produits efficaces et qui répondent à mes problématiques. Je m'explique. Quand j'ai eu 18 ans, on m'a diagnostiqué une alopécie androgénétique. Donc c'est une perte de cheveux irréversible. Quand on a 18 ans ou quand on a 40 ans, c'est quelque chose qui est quand même assez lourd parce que dans les cheveux résident beaucoup de choses finalement. C'est pas uniquement de l'esthétique, c'est beaucoup de l'esthétique, mais c'est aussi autre chose, c'est de la sociologie. Voilà, les cheveux, c'est quelque chose de très important et notamment pour les femmes. Et c'est vrai que cette annonce à 18 ans m'a un peu mis à plat parce qu'on m'a annoncé que j'avais un traitement à prendre à vie. Un traitement qui ralentirait donc le processus, mais l'alopécie reste l'alopécie, donc la perte de cheveux est irréversible. Donc j'ai commencé à prendre ce traitement. En parallèle, on nous conseille de prendre des compléments alimentaires plusieurs fois dans l'année pour renforcer le cheveu, et c'est donc ce que j'ai fait de 18 ans à 27 ans quand je suis partie à l'étranger pour travailler. Donc, en parallèle, moi, j'ai fait des études en histoire de l'art parce que j'étais passionnée par ça. J'ai grandi dans le 93 à Pierrefitte-sur-Seine. J'ai été diplômée de mes études. J'ai eu la chance de trouver un super job où je voyageais énormément. J'organisais des grandes foires d'art contemporain un peu partout dans le monde, à Paris, mais aussi dans plein d'autres capitales. Donc, c'était absolument génial. Et je suis partie donc en 2009 travailler à New York pendant 2 ans. Et à ce moment-là, je suis arrivée, c'était le grand mouvement des naturalistas, des femmes qui arboraient leurs cheveux fièrement, cheveux bouclés, frisés, crépus, qui savaient en prendre soin, ce qui n'était absolument pas mon cas, parce que moi, quand j'ai quitté la France, c'était absolument pas la mode d'avoir les cheveux bouclés, et ça l'avait d'ailleurs jamais été, hein, donc on avait toute cette historique de se lisser les cheveux, voilà, on avait toutes des brushings à l'époque. Et donc, mon arrivée aux États-Unis a totalement changé la donne au niveau de la perception que j'avais de mes cheveux et de ma maladie aussi, parce que là-bas, j'ai découvert non seulement des soins naturels, mais aussi des compléments alimentaires naturels qui m'ont permis de vraiment renforcer mes cheveux. Et à mon retour à Paris, je suis retombée un petit peu dans ce marasme de non-proposition, de non-solution qu'il y avait pour les femmes qui avaient mes problématiques. C'est comme ça que Madame la Présidente est née. Donc moi, j'ai aucun background business. Je fais l'histoire de l'art. Je ne connaissais rien, je n'avais pas de background scientifique non plus. Je n'étais pas issue du milieu de la beauté. Mais en revanche, j'avais pour moi d'avoir mon expertise sur les produits capillaires par rapport à ma problématique à moi. Et un réseau, enfin on va sûrement reparler du réseau, mais moi j'avais absolument pas de réseau à part mes amis du lycée à l'époque. Et il y a un de mes amis qui était devenu chimiste pour une grande marque, et donc il m'a aidé à sortir mon premier produit. D'accord. Et donc toi tu as fait des études d'histoire de l'art, tu n'es pas forcément formée à l'entrepreneuriat. Comment ça s'est passé justement entre le moment où tu t'es dit, où tu as eu cette idée de lancer un produit, de lancer une marque, et la concrétisation de cette idée? Oui, je suis passée par plusieurs étapes, mais en fait, tu sais, tout s'est fait assez rapidement finalement, parce que comme j'étais focus sur le fait de vouloir absolument sortir ce complément alimentaire que je n'avais pas. Moi, à cette époque-là, je travaillais dans un centre culturel dans le 93 toujours, et j'ai été, je pense, frappée aux bonnes portes. C'est-à-dire que je me suis fait accompagner, parce que comme tu dis, je connaissais absolument rien à l'entrepreneuriat, même si je reste persuadée qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est 90% de bon sens. Et le fait d'avoir eu plein de petits jobs étudiants, avant d'avoir mes vrais postes dans l'art,
qui ont été très très formateurs. Le fait d'avoir été serveuse, le fait d'avoir été animatrice, le fait d'avoir touché à tout et avoir toujours appris à trouver des solutions, etc. Ça m'a amené hyper facilement en fait à l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, qu'est-ce que c'est ? C'est des objectifs, des montagnes russes, trouver des solutions toutes les 2 minutes. Enfin, voilà, non, je n'y étais pas formée, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de formation spécifique pour réussir dans l'entrepreneuriat. Et donc, à partir du moment où tu as l'idée, donc tu as été frappée à certaines portes. Exactement. Comment ça s'est passé ? Donc moi, étant à Pierrefitte, je me suis naturellement rapprochée de ce qui existait dans la zone, donc à Saint-Denis. Je me suis fait accompagner d'une association donc, qui aide les jeunes entrepreneurs à démarrer. J'ai tout appris, ils m'ont tout appris, à faire un business plan, à faire une étude de marché. Je connaissais, c'est des mots qui m'étaient totalement étrangers. Et finalement, en 1 an, j'ai réussi à créer ma structure. Mon projet était bien plus ficelé et j'ai pu après aller chercher des fonds. Alors justement, la recherche de fonds, c'est là où les choses se corsent. Comment ça s'est passé ? Ouais. Alors au départ, ça ne s'est pas très bien passé pour moi. Parce que j'avais besoin de 50 000 euros pour créer ma société, tout simplement. Et je suis passée devant un premier jury pour demander l'équivalent de 20-30 000 euros. Que des hommes. Que des hommes plutôt âgés. Et quand je leur ai expliqué mon projet, ils m'ont laissé parler très poliment pendant 5-10 minutes. Donc j'ai déroulé l'idée que j'imaginais géniale. Et ils m'ont fait sortir. Je suis revenue 20-25 minutes après leur délibération. Ils m'ont dit, écoutez mademoiselle, on ne va pas vous prêter l'argent. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que votre projet n'est pas viable. Personne ne sort une marque avec un seul produit. Ça n'existe pas. Donc je vous conseille soit de pivoter et de faire plutôt un site de revente de plein de produits et d'inclure le vôtre à l'intérieur. Soit d'abandonner clairement et de rester dans l'art parce que vous excellez dans l'art, que vous avez 3 jeunes enfants et que dans 6 mois, vous allez revenir nous voir en nous disant d'une part, vous ne pouvez pas nous rembourser et qu'en plus, on aura participé au fait de vous mettre en faillite totale parce que ça n'a pas fonctionné. Donc ça, c'était ma première expérience. C'était pour te protéger. C'était tellement paternaliste. De te financer. Exactement, c'était pour me protéger parce que j'étais absolument incapable de me protéger moi-même, bien évidemment. Donc voilà, ça m'a motivée à aller chercher des fonds autre part, que j'ai eu cette fois. Parce que jury différents, très mixte, avec des hommes et des femmes qui étaient vraiment empreints d'entrepreneuriat et qui savaient ce que c'est d'entreprendre, donc qui ont trouvé que mon projet était tout à fait viable. Et finalement, ils ont eu raison parce que 6 mois après la sortie de mon produit, on était déjà rentable. Voilà. Bravo. Merci. Donc il y a eu cette rencontre avec ce bus de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a eu dans ton parcours d'autres rencontres qui t'ont permis de viser haut ? Parce que c'est vrai que on peut se fixer de petites ambitions, comme on peut se fixer aussi de grosses ambitions et se dire oui, j'ai envie de devenir une marque de référence sur mon marché. Toi, est-ce que tu as eu un mentor, plusieurs, qui t'ont poussé vers le haut, en tout cas qui t'ont aidé? Alors, je n'ai jamais eu de mentor attitré. En revanche, j'ai eu énormément de belles rencontres et de gens qui ont toujours accepté de m'accorder du temps pour m'aider à avancer sur mon idée et sur mes objectifs. Quand j'ai démarré, Madame la Présidente, pour la petite anecdote, mon premier business plan disait que sur la première année et demie, je voulais faire 40 000 euros. Quand j'ai écrit ça, j'y croyais pas une minute. Je me disais, mince, si je fais 40 000 euros en 1 an et demi, je suis la reine du monde. Ça va être incroyable, mais quand même, je mens un peu, mais je suis obligée parce que sinon, je n'aurais pas les fonds. La première année, même pas la première année et demie, j'avais déjà fait 90 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, j'avais déjà dépassé ça. Donc, mes objectifs, au fur et à mesure de l'agrandissement de la marque, ont aussi évolué énormément. À aucun moment, en 2017, j'aurais imaginé être là où je suis aujourd'hui, avoir plusieurs personnes qui travaillent avec moi, avoir plus de 700 revendeurs, enfin, plus de 100 000 clientes qui sont fidèles. Je ne l'imaginais pas du tout. Et donc, tous ces objectifs ont grandi au fur et à mesure de la marque et effectivement au fur et à mesure des rencontres que j'ai pu faire dans les différents milieux dans lesquels j'évolue.
Aujourd'hui, tu diriges ta propre entreprise, tu penses à l'international, tu as un réseau de revendeurs. Avec ton parcours et en tant que femme, comment tu continues à prendre ta place dans cet univers qu'est l'entrepreneuriat? Alors c'est vraiment un combat de tous les jours. Enfin, un combat de manière tout à fait positive, hein, il n'y a rien de négatif. C'est un combat de tous les jours parce que c'est pas que je pense, c'est que c'est un fait. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui arrivent tous les jours sur le marché avec de très belles idées, dans mon secteur, dans d'autres secteurs, etc. Et en fait, j'ai aussi beaucoup à apprendre et à apprendre de ces gens-là, des nouvelles tendances, etc. Donc, quand je te dis que c'est un combat quotidien, c'est une remise en question perpétuelle pour faire vivre la marque, pour la faire évoluer. Parce que stagner, c'est absolument pas une option et c'est pas ce que les entrepreneurs veulent, quoi qu'il arrive, j'imagine, et moi y compris. Donc oui, c'est une remise en question perpétuelle pour maintenir sa place. Par chance, Madame la Présidente jouit d'une très belle notoriété aujourd'hui parce qu'on a des produits qualitatifs qui ont été primés plusieurs fois, qui ont des super effets. Donc on a, par chance, réussi à atteindre ce statut de marque reconnue et respectée. Et aujourd'hui, mon rôle, c'est de faire en sorte que ça perdure et surtout que ça se développe. Donc oui, c'est un vrai challenge. Qu'est-ce qui est important pour toi en termes de valeurs? Tu as beaucoup communiqué sur tes enjeux d'inclusion, pour ton attachement à la diversité. Pour toi, c'est important aussi, à travers ta marque, de refléter cette diversité. Alors quand j'ai démarré cette marque-là, au-delà d'une marque de produits, je voulais vraiment que ce soit une marque qui soit à mon image et à l'image de notre société. Il y a 7 ans, il y a 8 ans, c'était encore compliqué d'avoir dans des campagnes métro, dans des campagnes télé, une diversité totale. C'était très compliqué dans la beauté d'avoir tous les types de femmes qui se sentaient représentées. Et je sais que je vais donner juste mon exemple, même si je sais que c'est un exemple qui est repris par beaucoup de monde. Quand j'étais jeune, je trouvais que les cheveux bouclés, c'était très moche, parce qu'il n'y avait aucune femme aux cheveux bouclés à la télé, ou dans les pubs dans la rue, etc., ou dans les magazines. C'est le cas aussi de beaucoup d'amis à moi, de femmes noires qui se sentaient absolument pas représentées, de femmes qui étaient un peu plus rondes. En fait, à part les mannequins filiformes aux cheveux lisses, il n'y avait absolument personne qui était représenté dans l'industrie de la beauté. Et donc, moi, mon cheval de bataille, effectivement, dès que j'ai créé Madame la Présidente, c'était de mettre toutes les femmes que nous sommes au centre de la marque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une beauté qui vaut mieux qu'une autre, c'est que toutes les beautés se valent, toutes les beautés méritent d'être représentées, et surtout toutes les femmes méritent d'être représentées et de se sentir incluses dans quelque chose de plus global qu'est notre société. Donc ça, effectivement, depuis le premier jour de Madame la Présidente, je milite pour que ce soit quelque chose qui soit respecté. Qu'est-ce que ça t'a coûté d'être entrepreneur, d'être dirigeante, d'être là où tu en es aujourd'hui? Tu as 3 enfants, tu travailles beaucoup. Qu'est-ce que ça t'a coûté en termes de peut-être sacrifice ou pas? Alors, la seule chose à laquelle je pense aujourd'hui, c'est qu'effectivement, je trouve que mes enfants grandissent beaucoup trop vite et qu'il y a énormément de moments que je n'ai pas passé avec eux. Ça, c'est un fait. Quand j'ai démarré, ma plus petite avait 2 ans peut-être. Aujourd'hui, elle n'est pas loin de rentrer au collège. Mon fils pas loin de finir le collège. Et j'ai l'impression que ces années-là, je ne les ai pas vues passer. Vraiment. Donc, je pense qu'en tant que maman, ou même en tant que papa, probablement, je ne peux pas parler à la place d'un homme, je ne sais pas. Mais en tant que maman, j'ai clairement l'impression d'avoir sacrifié un petit peu pas mon rôle de maman, parce que j'essaye au mieux d'être hyper présente les week-ends, les temps extrascolaires, etc. Mais il y a plein de moments que j'ai laissé passer, ça, faut pas se leurrer. Mais est-ce que c'est beaucoup plus de moments qu'une femme qui est carriériste et qui a un métier très prenant? Je ne sais pas. Est-ce que, voilà, il n'y a pas de vérité absolue. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui sont salariées qui ont le même sentiment que moi. Donc voilà, c'est la seule chose, c'est le seul point négatif de l'entrepreneuriat. Après, j'aurais vraiment que du positif à te dire. Moi, je trouve ça hyper épanouissant d'être entrepreneur. Alors justement, qu'est-ce que ça t'a apporté, le fait d'être entrepreneur?
et d'être passé par toutes ces étapes de ton parcours? Une Qu'est-ce que tu en liberté. retiens? Plein de choses incroyables. Déjà la liberté incroyable que ça génère d'être entrepreneur. Quand tu es collaborateur de quelqu'un, tu dois souvent mettre en place les idées des autres. On ne croit peut-être pas de temps en temps tes idées, donc tu ne peux pas les mettre en place. C'est un petit peu frustrant. Moi, je suis quelqu'un d'hyper créatif. Je suis hyper créative, donc je sais que j'ai toujours été frustrée un petit peu par ça. Et j'aime bien que les choses aillent vite. Et le fait d'avoir ma propre société m'a permis de faire ce que je voulais, quand je le voulais, dans les deadlines que je voulais. Et pour ça, pour moi, c'est vraiment génial. Est-ce que tu peux nous parler d'un des plus grands défis que tu as eu à surmonter? Les RH. Je ne sais pas si c'est politiquement correct de le dire ou pas, mais je pense que c'est ce qui est le plus compliqué pour moi dans l'entrepreneuriat. C'est de gérer l'humain. Parce qu'en fait, tu sais, j'ai le sentiment que quand on a une entreprise, en fait, il y a deux rôles. Tu es collaborateur ou tu es dirigeant. Si tu es dirigeant, tu es méchant. Si tu es collaborateur, on essaie forcément de tirer parti de toi, de t'exploiter, etc. Et moi, je suis une personne profondément humaine, tu vois, et j'ai vachement de mal à graviter, tu vois, à maintenir mon rôle de dirigeante. Je sais pas, je trouve que les RH dans une boîte, c'est très, très compliqué. Et ton style, toi, de management, de leadership, c'est vrai que peut-être que la société aussi nous impose un style de leader ou un style de dirigeant. On sait aujourd'hui que les femmes ont plus de difficultés à arriver au poste de dirigeant. Il y a très peu de CEO en France femmes. Est-ce que toi, tu as développé ton propre profil de dirigeante avec qui tu es, avec ton parcours? Alors oui, j'ai essayé. Tu sais, je suis passée par toutes les phases en fait. Je suis passée de la dirigeante beaucoup trop souple à la dirigeante beaucoup trop dure. Là, je pense avoir effectivement trouvé mon style de management. Est-ce que c'est le bon? Je ne sais pas. J'en suis pas convaincue non plus. Je pense que c'est quelque chose qui est très compliqué. Par contre, je suis intimement convaincue qu'on reproche beaucoup plus aux femmes d'être fermes qu'aux hommes. Je pense que les hommes dirigeants, le fait qu'ils soient fermes, qu'ils prennent des décisions, etc., c'est des choses qui sont tout à fait acquises par la société. Mais par contre, qu'une femme prenne des décisions, qu'une femme soit ferme, qu'une femme, elle est très facilement cataloguée de tyran. Je trouve que c'est plus compliqué pour une femme de faire respecter son autorité. Est-ce qu'il y a une femme qui t'inspire? Rokhaya Diallo, je la trouve assez phénoménale. Pourquoi? Parce que j'ai un respect infini pour les femmes qui se battent pour leurs idées et qui défendent des causes qui sont nobles. Alors, tu vois, des femmes comme Rokhaya Diallo, on pourrait en citer plein. Mais voilà, Rokhaya Diallo, aujourd'hui, je pense qu'elle s'est fait une belle place sur la scène médiatique française et c'était absolument nécessaire qu'une femme comme elle, avec son éloquence, avec son intelligence, puisse être la voix de personnes qui l'ont moins. Donc voilà, je pense que Rokhaya Diallo, c'est une fille qui m'inspire assez. Qui t'inspire. Ouais. Et est-ce que tu as des conseils à donner aux personnes qui nous regardent et qui voudraient aussi se lancer dans l'entrepreneuriat, ou en tout cas qui ont l'ambition de devenir dirigeante un jour, diriger une entreprise ou créer leur propre entreprise? Le premier conseil que je donnerais, ce serait de ne pas chercher à copier quoi que ce soit ou qui que ce soit. Je pense que la plus-value d'une personne et d'une dirigeante d'entreprise, c'est justement son histoire, sa vision, sa créativité, c'est sa vision de ce qu'elle a envie de monter. Donc ne jamais se dire « Ah oui, mais c'est peut-être pas bien, c'est peut-être pas la bonne idée parce que les autres font comme ci, font comme ça ». Non, au contraire. Je pense que la plus-value d'une entreprise qui fonctionne, c'est justement la vision unique de sa dirigeante.
Et arrêter aussi d'être trop perfectionniste. Moi, je sais que ça m'a pas mal ralenti. Et finalement, j'ai jamais mieux réussi que quand je me suis lancée sans que le projet soit totalement abouti et que finalement, j'ai pivoté après l'avoir sorti en me disant « Ok, ça fonctionne, ça fonctionne pas ». Et je pense que le projet n'a pas besoin d'être ficelé au cordeau pour fonctionner. S'il doit fonctionner, il fonctionnera même pas abouti. Très bien, merci beaucoup Myriam d'avoir partagé ton aventure entrepreneuriale avec nous. Avec plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain invité.